Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur le succès du FC Metz vendredi soir à Saint-Symphorien face à Grenoble. Une victoire nette 3-0, peut-être un premier match référence pour les hommes de Stéphane Le Mignan. C'est en tout cas ce dont on va débattre avec mes chroniqueurs du jour. À commencer par Arthur Carmier de l'Ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. La forme ? La forme. Après une victoire du FC Metz, le week-end est toujours plus facile et plus joyeux. C'est tellement bien la Ligue 2, on adore. Et avec toi aujourd'hui, Valentin Lachaud. Salut Valentin. Salut Gérald, bonjour Arthur. Comment allez-vous? Je suppose que ça va très bien. Le retour à Montpellier, pas trop compliqué? Ah si, un petit peu, mais bon, il y a le beau temps. Que demander de plus? Il y aura du tennis cette semaine. Bon, ça va, il y a pire. Ouais. Il s'est plaint à moi en message privé. Oh, c'est honteux, il fait 20 degrés ici, je voulais du froid, je voulais de la pluie. Bah reviens, on a tout ce qu'il faut ici, Je reviens, je reprends l'avion, je me dépêche. Bon, les gars, vendredi soir, la joie s'est emparée de nos petits cœurs de supporters. En tout cas, pendant 24 heures, avant que le Paris FC et surtout Lorient ne viennent gâcher la fête. Le FC Metz, grâce à sa victoire 3-0, donc vendredi face à Grenoble, s'était hissé provisoirement à la première place. Mais Lorient a repris 3 points au Grenat en battant Clermont ce samedi. Quoi qu'il en soit, Metz est toujours deuxième au classement à égalité de points avec Paris FC. Mais le plus important, c'est que Metz a su enchaîner un second succès avec la manière et devant son public. Arthur, cette soirée de vendredi, un match plein des Grenats, un léger temps faible en milieu de première mi-temps, mais sinon on n'est pas loin de tenir notre match référence. On n'est pas loin de tenir le match référence. Je m'étais posé justement la question, et je l'ai posé d'ailleurs à Jessie Deminguet. J'estime que le match face au Paris FC dans la configuration choc entre deux équipes de niveau similaire, de haut de tableau, gestion des temps faibles, etc., c'était un match référence. Et face à un adversaire comme Grenoble, qui va être la majorité de ce que le FC Metz va connaître sur la deuxième partie de saison, des adversaires qui vont défendre charmant leur peau et qui vont un peu laisser le ballon à FC Metz, c'était aussi un match référence. On aurait presque pu être à 2-0 à la pause du côté du FC Metz. Idrissa Gueye n'a pas réussi à trouver le chemin défilé comme la semaine passée. Il rate une grosse occasion. On en reparlera après de son cas. Mais c'est vraiment un match abouti. Et surtout sur la deuxième mi-temps, je me suis rarement autant régalé cette saison à Saint-Symphorien. Pas un petit peu en début de saison où c'était plus décousu, mais là, dans cette configuration, c'est un des matchs les plus aboutis de l'année déjà, puisque le début d'année, mais du début de saison, tout simplement. Et cette équipe, elle a vraiment gagné en maturité. J'ai envie de prendre l'exemple de Mathieu Hudol. C'est le symbole de cette équipe quand on voit tout ce qu'il fait. Tactiquement, il est capable de colmater toutes les brèches. Et c'est un joueur qui est essentiel dans le dispositif, quel que soit le... Si sur une séquence de jeu, tu as 4 derrière, il est excellent dans son rôle. Si tu as 3 derrière, il est excellent dans son rôle. Il défend, il monte, sa passe décisive et sa percée sur le troisième but de Joël Assoro est absolument splendide. Donc vraiment, c'est très très prometteur pour la suite de la saison. Face à ce type de formation, j'entends. Donc oui, j'ai envie de parler de match référence et de m'enflammer. Très bien, Valentin, vendredi, Metz n'a concédé aucun tir cadré. C'est assez rare pour être souligné. Metz a dominé de la tête et des épaules. 3 buts, une maîtrise globale et un match de patron. Ouais, complètement. Je partage à 100% l'avis d'Arthur. Au début, j'ai un petit peu peur, moi, à vrai dire, quand je voyais qu'on faisait beaucoup tourner le ballon, qu'on avait du mal à trouver les solutions devant aussi. Mais finalement, tout ça s'est mis en place petit à petit. Il a fallu finalement un petit éclair pas de génie, mais il fallait cette action-là, ce premier but pour lancer les grenats. Et derrière, je sais pas si ça les a libérés ou pas, mais en tout cas, le contenu était beaucoup mieux. On était plus insistant en attaque, on prenait un peu plus de risques et du coup, bah, on mettait en danger aussi la défense grenobloise et c'est ça qui était intéressant. Et comme le disait Arthur, je partage aussi cet avis. La semaine dernière, c'était une belle victoire face au Paris FC, mais le match était ouvert. Là, contre Grenoble, on était typiquement face à une équipe qui joue très défensif et c'est des équipes contre lesquelles on a eu du mal en début de saison.
et de se dire que voilà, on est capable aussi de trouver cette solution face à des blocs parfois très bas. Grenoble, je crois qu'il jouait à 5 défenseurs. On va rencontrer ça quasiment tout au long de la fin de saison. C'est aussi rassurant de se dire que voilà, on est capable de gagner contre les gros, mais maintenant, tout le monde le disait, il faut gagner aussi contre les équipes un peu moins fortes. Je dirais pas contre les petits parce que Grenoble était quand même huitième du championnat au moment du match, si je dis pas de bêtises. Mais c'est rassurant de savoir qu'on arrive à trouver cette solution-là face au bloc très bas parce que c'est ce qui nous attend malheureusement. Mais Il n'y a pas eu alors, de panique, hein. Il n'y a pas eu de panique, même si Non. il y a eu quelques actions bon, qui n'ont jamais abouti à des tirs cadrés en face. Il n'y a pas eu de panique, même si tu ouvres le score tard et l'ouverture du score, c'est le symbole de cette maîtrise. C'est une action collective Mm. qui est terminée par un petit coup de génie, parce que l'enchaînement de Papa Amadou Diallo, il sort un petit peu de nulle part. C'est tellement malin, ce petit extérieur du pied gauche. ah, c'est le geste parfait. Franchement, C'est le geste c'est parfait, euh, ouais. c'est assez exceptionnel. Comme On tu était disais, Arthur, tous intrigués. il y a pas de panique, comme tu dis. On retrouve vraiment une équipe, malgré la jeunesse, je trouve très expérimentée finalement dans sa domination. Bah, qui a pris C'est de la maturité en fait depuis le début de voilà, saison, les malgré le FC. jeune âge quand même à beaucoup de secteurs, c'est ça qui est intéressant, quoi. Alors, messieurs, j'aimerais justement qu'on parle un peu de cette attaque messine, bah, qui depuis deux rencontres régale à nouveau, hein. On se souvient de cette longue période de disette avant le match du Paris FC. Force est de constater que les Grenats ont inscrit 6 buts en deux rencontres. Arthur, c'est quoi d'après toi? C'est un déclic? C'est l'arrivée d'Idrissa Gueye qui a libéré les autres attaquants, à ton avis? D'une certaine manière, oui, il y joue pour beaucoup Idrissa Gueye, mais pour moi c'est le changement de système, le fait de jouer avec deux pointes, ça change tout. Même quand Cheikh Sabali était complètement on fire en début de saison, on le disait que bah, c'est quand même un attaquant qui aurait besoin d'un point d'appui. Là, je trouve qu'il a trouvé son complément parfait en la personne d'Idrissa Gueye, qui, on l'a vu hier soir, même hier soir, pardon, vendredi soir, même s'il n'a pas tout fait bien. Il est impliqué sur le premier but, je crois. Il a essayé de fatiguer la défense adverse. Et ça a vraiment libéré des espaces pour les autres. Et c'est quand même plus intéressant de voir un Cheikh Sabadi reculer un petit peu plus, toucher des ballons, se rendre disponible dans des zones proches de l'axe. Et c'est comme ça qu'il va être bon sur cette deuxième partie de saison. Et dans un tel dispositif, pour moi, c'est pas impossible de le voir scorer 5 ou 6 buts de plus sur la deuxième partie de saison, et ce serait déjà pas mal s'il finirait la saison entre 10 et 15 buts partant de cela. Qui aurait pu l'imaginer cet été? Donc ça va être très intéressant de le voir. Et je trouve que ce système est parfait pour lier maîtrise défensive et présence dans l'axe, surtout si sur le côté on a des pistons comme en l'occurrence c'était Diallo qui je vois pas comment on peut lui prendre sa place. Il sort de deux matchs assez excellents, et Kofi Kouao a fait un de ses meilleurs matchs aussi de la saison vendredi soir. Donc c'est un joli coup tactique que Stéphane Lumignan a réussi à trouver là. Ouais, alors justement, Valentin, on parle d'animation offensive. Il y a surtout ce schéma hybride, cette volonté de jouer avec beaucoup d'attaquants. On a vu des séquences, on en a parlé tous les deux pendant le match, avec pas moins de 6 joueurs dans la surface, des dépassements de fonction. Je pense par exemple à Jessie Deminguet qui fait un match énorme, Kwao qui est intenable sur son côté, même si parfois bah, le milieu de terrain semblait quand même bien désert. Il y avait parfois que Benjamin Stambouli. Mais est-ce que cette victoire serait pas aussi celle de Stéphane Le Mignan? Si, clairement, parce que c'était un pari aussi de se projeter autant. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que le milieu, des fois, était vraiment dépourvu. Et on voyait que les Grenoblois étaient cinq défenseurs et parfois même quatre milieux quand ils reculaient beaucoup. Nous, on n'avait pas de place. Du coup, il fallait chercher d'autres solutions. Et cette solution-là, elle vient justement des offensifs, comme tu le disais. Et moi, j'ai trouvé que c'était hyper plaisant à voir. Et d'un autre côté, ben, on dégageait beaucoup de sérénité. Du coup, oui, c'est aussi la victoire de Stéphane Lumignan, mais c'est une belle victoire collective. Et c'est ça qu'il faut retenir. On se demandait finalement,
quel était le joueur de la rencontre et on a été incapable d'en donner un parce qu'on a Ouais, c'est trouvé ça, ouais. que tout le monde était bon. Et c'est aussi le signe peut-être que le système marche, que l'équipe fonctionne. Donc je suis 100% d'accord avec cette affirmation. Surtout quand on se souvient, je sais qu'il faut pas se rappeler trop du passé, mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un entraîneur qui ose comme ça positionner quatre, cinq attaquants en même temps? Mm. C'est quand même extraordinaire. Je Bah, moi, sais, j'en ai pas souvenir. Hein. On cite souvent José Riga, mais c'était beaucoup de possessions stériles. La dernière fois qu'on avait autant d'allants offensifs, c'est. alors on le Ouais. voyait des fois sur des bouts de match en fin de rencontre, quand on perdait 2-0 et qu'il fallait absolument mettre des buts. Donc là, tu avais voilà, même Laszlo Bologna s'est amusé des fois en fin de match, dans les 10 dernières minutes, à mettre tout Mais le monde. il avait pas le Mais il choix. n'avait pas le choix. Là, on sent vraiment une volonté tactique et c'est ça qui est vraiment, vraiment Ça. satisfaisant. Mais il y a quand même des gens sur les réseaux sociaux qui trouvent le moyen de dire qu'on s'ennuie devant le FC Metz. Je parle sous ton Je... contrôle, Gérald, parce que Ouais. t'as connu cette époque, mais je pense que le FC Metz de la fin des années 90, qui évoluait aussi avec deux attaquants, bon c'était plus un 4-4-2, mais c'était aussi très animé comme cela offensivement. Je pense qu'il faut remonter vraiment à cette époque-là pour Bah, avoir autant je pense, de velléité offensive. le football, il a changé. Réponse passe-partout. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai que c'était différent quand même parce qu'il y avait, c'était beaucoup plus lent effectivement. Le ballon, t'avais l'impression qu'il faisait 10 kilos de plus quoi. Mais oui, effectivement, il y avait cet engouement. Il y avait cet engouement. Après, c'était de la Ligue 1, donc c'était déjà différent. Là, c'est des matchs. On n'a pas l'habitude de voir du beau jeu en même temps en Ligue 2 à ce niveau-là, parce que par moment, cette équipe du FC Metz, pour moi, c'était une équipe de Ligue 1 qu'on voyait. Je Pour le pense. coup, Alors, La Ligue 2, elle a changé, pour le coup, pour la te Ligue 2, elle a paraphraser. changé, bah ouais. Alors, Arthur, tu vas garder la parole. Il y a une autre satisfaction, c'est cette imperméabilité en défense avec ce duo Sané-Lo, bah, qui ne cesse de nous surprendre, pardon. Mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter sur le long terme parce qu'on sait qu'une saison c'est long. Et là, on a Ismaël Traoré qui est toujours sur le flanc avec ses adducteurs. On a Fali Kandé qui est parti. Finalement, c'est plus vraiment un attaquant qu'il nous faut impérativement avant la fin du mercato. Ce serait pas plutôt un défenseur qu'il nous faudrait? Un défenseur central? Bah, c'est la volonté. Il me semble que Stéphane Le Mignon l'a rappelé aussi. Bah, Fali Kandé est parti. Il faut un joueur du même profil que lui, qui soit capable d'évoluer dans l'axe et sur le côté pour les complémentarités. Parce que à l'heure actuelle, à part descendre Benjamin Stambouli d'un cran, c'est Maxime Collin qui pourrait faire le nombre dans une défense à 3. On peut pas dissocier Mathieu Hudol de cette défense parce que tactiquement il est essentiel. Sachant Alors qu'il a déjà joué en défenseur central, Mathieu. c'était encore le cas si tu voyais un 3-5-2 pour grossir le trait le vendredi soir. Mais cette défense, elle répond présent. Aboulou, il joue à merveille son rôle de remplaçant qui prend au pied levé un rôle de titulaire. Ismaël Traoré, c'est une blessure comme ça aux adducteurs, c'est un peu embêtant en fin de carrière. Ça fait quelques semaines qu'il traîne ça. Et effectivement, ce serait quand même assez important, à mon sens, de recruter un joueur supplémentaire capable d'évoluer dans cette défense à 3 ou sur un côté à gauche, parce que il manque, euh, il manque vraiment ce profil-là depuis le départ de Fali Kandé, à qui on a laissé un bon sortie pour service rendu. Puisque c'est un joueur qui avait besoin de temps de jeu, on a loué son état d'esprit, mais comment impliquer autant un joueur qui ne jouait pas, c'est compliqué. Donc ouais, il y a besoin d'une recrue. Mais c'est vrai qu'il y a encore 2 semaines avant le Paris FC, tout le monde parlait d'un attaquant, un attaquant, un attaquant. On vient de mettre 6 buts en 2 matchs. On a Idrissa Gueye qui est arrivé, qui a redéfini un petit peu l'animation devant. On a l'impression justement que c'est plus vraiment devant on a vraiment des besoins. C'est Après, peut-être Joël Assoro, cet attaquant. c'est peut-être Joël Assoro, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Valentin, toujours sur ce dossier de la défense, euh,
Arnaud Baudard n'a pas eu un seul arrêt à faire hier. Au mieux, il a eu quelques interventions sur des balles en profondeur. Par contre, on l'a vu très souvent balle au pied et sa relance. Moi, je trouve qu'elle est toujours intelligente, bien sentie. C'était mieux en tout cas qu'une semaine plus tôt, même si évidemment le rapport de force n'était pas le même. D'après toi, c'est vraiment la bonne recrue du mercato pour le moment, Arnaud Baudard? Ouais, ouais, sans aucun doute, rien que pour sa personnalité, il a l'air de s'être très bien intégré au club. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, son intégration, elle a été express, mais elle a été bien faite. Sur les 2 derniers matchs, évidemment, il fallait comprendre les automatismes, communiquer, mais là, ça se passe de mieux en mieux, j'ai l'impression. Il joue toujours aussi haut, mais ça, c'est pas forcément un point négatif, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ces relances, elles sont précises. Des fois, elles font beaucoup de bien quand on est un peu sous la pression, et c'est hyper intéressant. Je pense notamment à un moment contre Grenoble, on s'est regardé parce qu'il avait fait une relance quasiment au bout du terrain et que du coup, tout le monde avait pu se replacer. Je le trouve très très intéressant et c'est sûr qu'il apporte de la sérénité dans les cages aussi et peut-être que ça rassure aussi les défenseurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le long terme et sur cette fin de saison, c'est clair qu'il va nous faire du bien, que ce soit dans le jeu ou en dehors, dans la vie du club. C'est typiquement le recrutement qu'il nous fallait. Du coup, j'en suis très satisfait. J'ai souvenir de quelques séquences où tu le vois carrément, il fait un petit sprint sur 5 mètres Mm. pour se glisser entre ces deux défenseurs centraux pour être une solution supplémentaire Ouais, ouais. au pied. C'est ça. Voilà encore le football, la Ligue 2 Football a moderne. Ouais. changé, mais Ils ont c'est quand même changé. super intéressant tactiquement. Je pense que c'est la dernière pièce que Stéphane Le Millian voulait dans son dispositif de quasi-football total. Bon, Alexandre Oukidja, on l'adore, il a plein de qualités, mais ce jeu au pied, il l'a pas. On sait toute sa capacité parfois à bouffer certaines relances. Malheureusement, c'est un gag parce que on comptait très souvent le nombre de relances qu'il faisait en touche, mais blague à part, Arnaud Baudard, il est super depuis qu'il est arrivé. Mais j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil à Alexandre Oukidja encore Mm. en zone mix vendredi soir, il est passé, il a fait une petite étreinte à Cheikh Sabali. Ça se voit qu'il est quand même content que son attaquant ait retrouvé le chemin des filets. Et j'imagine, je ne suis pas dans le vestiaire, qu'il reste toujours aussi impliqué dans la vie de groupe. On se posait la question, est-ce que ça pourrait être un bon gardien numéro 2 parce que c'est pas facile comme ça de perdre sa place. Mais je pense, connaissant son attachement au FC Metz, que Alexandre Kidja va tout faire pour que tout le monde soit dans les meilleures dispositions. S'il reste, effectivement, parce qu'il reste Bah moi j'aimerais, une même semaine de si mercato, c'est vrai qu'on s'il se reste, demande s'il va rester, quoi. bah moi j'aimerais bien qu'il reste parce que Papy est sur le flanc pour quelques mois encore. Alexis Mirbach, il est jeune, il a besoin de jouer en équipe réserve. On a besoin si Arnaud Baudard a un souci, on a besoin d'un gardien comme Alexandre Oukidja qui connaît le championnat et qui a quand même fait de très bons matchs C'est cette c'est saison un, malgré ses c'est un erreurs. numéro 2 de luxe, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Effectivement, et puis il est sur la fin de sa carrière. Je sais pas de quoi son avenir sera fait, mais s'il reste au FC Metz dans la peau d'une doublure, moi, je serais ravi de continuer à le voir chaque semaine avec les Grenats. Un petit mot sur le mercato, messieurs, quand même. Joël Assoro a marqué, alors que certaines rumeurs l'ont envoyé en Croatie il y a quelques jours. Lui a dit apparemment en zone mixte qu'il souhaitait Il l'a dit, rester, ouais. voilà, mais que bon, comme d'habitude, c'est pas lui qui a toutes les clés. Pour vous, Joël Assoro, c'est l'attaquant qu'il faut garder absolument. Valentin, Valentin, je t'en prie. Oui, oui, carrément, ne serait-ce que pour son état d'esprit. Ce qu'il nous a dit en zone mixte, c'est que moi, je veux rester au FC Metz. Et comme tu as dit, ça dépend pas de ma volonté. Mais enfin, on a vu l'impact qu'il a eu dans le jeu à sa rentrée contre Grenoble. J'ai trouvé sur la fin de match assez intéressant. Mais il faut le garder. Je pense qu'on aurait tort de laisser partir en Croatie une solution offensive qu'on a, qui est prête à jouer et qui est intégré déjà dans la vie du groupe, dans le collectif, qui connaît le jeu maintenant, qui est pratiqué depuis le début de la saison. Je pense que
ce serait bien dommage. Si on veut recruter un attaquant, en évitant d'en faire partir un autre, ce serait quand même beaucoup mieux. Et même pour jouer la Soro, ça se sent que lui veut rester, que Oui, et pas puis partir dans un le- championnat. l'expression qu'on aime beaucoup, c'est le body language. Quand on voit justement ce langage corporel de Dassault et qu'on compare à d'autres joueurs sur le départ, bah, comme c'était le cas de Non, c'est Simon clair. Lissor ou comme c'est le cas de Kevin Van de Kerkhoff, c'est vrai que quand on voit jouer la Soro, on n'a pas envie de le laisser partir. Parce qu'on sent on sent qu'il y a des capacités, on sent qu'il y a, voilà, il a mis plus de buts que Sané, par exemple, alors qu'il joue sur Mm, des mm, pics de mm. match. Arthur, jouer la Soro, on le re-signe direct. Je vais pas oser la même comparaison que l'ami Thomas Jean-Georges d'ici Lorraine, qui l'a comparé à un autre Scandinave super sub, Ole Gunnar Solskjaer, mais ça, je trouve que ça lui va bien ce rôle de super sub justement, et je le verrai pas comme un attaquant titulaire dans ce système, parce que c'est un joueur qui est certes puissant, mais qui est petit, qui est pas excellent de la tête. Or là, quand il rentre, il peut profiter de la fatigue des défenses et on va pas se plaindre d'avoir une solution en sortie de banc qui est capable de mettre des buts et même s'il joue pas énormément, comme il l'a dit, il peut aider, s'il peut aider le FCMS de cette manière, il en est heureux. Il est heureux de marquer en sortant du banc. Ça donne quand même de la confiance, mine de rien, quand tu vois que sur quelques minutes, tu es capable d'être efficace. Et plus il va montrer de choses, plus son temps de jeu va augmenter. Il va peut au lieu de rentrer à la 70e, il va peut-être rentrer à la 60e. Et quand on sait l'importance du banc de touche dans le football moderne, Stéphane Le Mignon l'a encore rappelé avant le match en conférence de presse, même si c'est pas un adepte des changements très rapides. Peut-être qu'il n'avait pas, selon lui, les armes pour faire du vrai coaching de finisseur, pour reprendre un terme de rugby. Ben, là, j'ai l'impression un vrai banc est en train de se dessiner, avec Bokele aussi qui peut entrer sur le côté et faire beaucoup de différence et beaucoup de mal à l'adversaire. C'est très intéressant ce qu'on peut avoir tactiquement. Donc, dans ces dispositions, j'ai envie de le voir rester parce que est-ce qu'il y a un attaquant qui n'est pas intégré au FCMS et qui ne connaît pas l'équipe pourrait faire mieux? Sauf vraiment des attaquants dont on sait qu'ils sont capables de mettre 10 buts sur la deuxième partie de saison. Ils viendront pas. Bah On ne pourra pas les voilà. avoir, c'est sûr. Alors, messieurs, le week-end prochain, les Messins se déplacent sur l'île de Beauté pour affronter Bastia. Valentin, Bastia au stade Armand Cesari. C'est toujours un moment particulier, hein, les Corses savent recevoir. On l'a vu encore, on l'a encore vu face à Pau. Ce sera pas une partie de rigolade. Ouais, ouais, très très compliqué comme déplacement. J'ai cru savoir que les joueurs de Pau avaient eux-mêmes eu quelques complications pour quitter le stade. C'est rien, c'est Donc, le folklore, Valentin. non, mais tout ça pour dire que c'est toujours très chaud en Corse et là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir garder ses nerfs absolument dans un stade qui sera, je pense, assez hostile comme d'habitude là-haut. Et non, va falloir. Stéphane Le Mignan l'a dit en conf de presse. Il dit voilà, on a réussi à enchaîner à domicile, à faire du jeu. Maintenant, il faut transposer ça à l'extérieur. Et je pense que ça va être l'objectif du FCMS sur ce match-là, c'est de reprendre les bons ingrédients des deux victoires qu'on vient d'enchaîner à domicile et de les transposer sur un terrain qui sera moins acquis à notre cause, avec un système qui jouera encore, à mon avis, très défensif. Donc voilà, on connaît quelques clés du match, mais ça ne doit pas nous empêcher de viser un résultat, au minimum un nul, parce que dans la course à la montée, il va falloir éviter maintenant de perdre des points. Et ça commence dès vendredi ou samedi, je sais plus quand est le C'est match. vendredi soir à Vendredi 20h, soir. un horaire assez sympathique et ce sera Mm. sans Benoît Taveno avec son coup de sang hein, qui nous a fait Il une a Teddy brillé. Riner sur un joueur de Pau. Bon certes quand on revoit les images, tu vois le joueur palois dès qu'il sent qu'il se fait toucher, un peu comme on voit dans les accrochages de football, Oui, ouais, oui, il en se rajoute, jette un évidemment. peu, il en
rajoute. Après, il va le traîner sur quelques. Peut-être que là aussi, il était au rugby. Le joueur gênait la sortie de balle sur un ruck. Alors, d'ailleurs, justement par rapport à c'est pas cette simulation, mais c'est vrai que cette exagération, moi, je sanctionnerais aussi le joueur d'un match ou deux. Oui. Parce qu'à un moment donné, On prendra rien, mais mais tu vois, te suis un peu sur le principe. Ouais. voilà, Benoît Tavenot, il est ce qu'il est, et ça se fait pas ce qu'il a fait. Je suis pas en train de dire qu'il a eu raison, mais à un moment Loin de donné, là. il risque quand même de perdre sa place. Alors, il aurait pas dû, il risque de perdre sa place jusqu'à la fin de la saison. Mais il y a aussi cette exagération. Si le joueur se jette pas, si la réaction est différente, s'il n'y a pas cette provocation finalement de prendre le ballon alors qu'il n'y a pas à l'avoir, ça n'arrive pas. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on punisse Benoît Tavenot, mais il faut aussi, voilà, pour le principe, je pense qu'il faudrait quand même, voilà, une petite sanction pour le joueur qui en rajoute des caisses, parce que ça suffit maintenant de les voir tout le temps se Et rouler puis par terre là, c'est insupportable quoi. puis 6 mois de suspension, c'est énorme, quoi. Qui attendent potentiellement Mais c'est Benoît ça, Tavenot. c'est ça, pour Non, pas mais ça grand-chose. m'étonnerait. Je Ça trouve, m'étonnerait quand même. Ça Ouais, mais m'étonnerait. bon, tu sais, la LFP, oui, on est plus Oui, à ça près, hein. on sait jamais avec Franchement, tu sais, nos amis bureaucrates de la commission ouais, de voilà. discipline, mais ce serait quand même fort de café. Enfin, pour reprendre l'exemple de Frédéric Antonetti, bon, ils sont été un peu pris à Sylvain Armand. On n'aime pas les BCBG en Corse. Ah, je m'en souviens. Il avait pris 10 matchs de suspension, je crois, 7 matchs plus 3 avec sursis. Mais c'est Peut-être énorme, c'est énorme. c'est énorme aussi, mais ce sera pas 6 mois Ouais, mais sur pour des Benoît saisons, Tavenot. sur des saisons avec des équipes, avec 18 Mm. équipes, maintenant, tu prends 10 matchs, bah, ça te fout en l'air quand même. Après, ça peut comment dire, les ressouder, parce que je pense que, alors certes, ce geste est idiot, mais Benoît Tavenot, enfin, on l'a quand même côtoyé quelques fois du côté de Frescati. C'est pas un personnage antipathique, c'est pas une personne qui est méchante. Et c'est pour ça que je dis ça aussi, c'est parce que voilà, Il a comment dire, il a voulu défendre ses joueurs ben parce voilà, que c'est ça. c'est un mec un peu qui, je pense, est sanguin. Il a regretté une idiotie en parlant de son geste. Je pense qu'il montrera pas de blanche et que il prendra quelques matchs de suspension assez logiques. Allez, une sanction logique serait peut-être 5 ou 6 matchs pour ce geste et encore, Et peut-être qu'il faudrait revoir aussi les règles et peut-être maintenant mettre des cartons aux joueurs qui font de l'anti-jeu quand ils sont persuadés parce que là, clairement, au départ, il y a une volonté. Alors, ça se voit à tous les matchs, hein. Je veux dire, toute équipe qui est plutôt bien positionnée au score va essayer de gagner du temps ou va faire de l'intox. Et c'est à cause de ça qu'il y a ce genre de situation. À un moment ouais. donné, je pense qu'il faut punir aussi l'intox. Ouais, je pense. C'est ça. On sait que en première ligue, on essaye de se calquer au modèle de d'autres sports. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais par exemple, les simulations sont sanctionnées par des amendes. Donc, le fait de taper dans le portefeuille des joueurs, ça peut faire mal. Donc, est-ce que c'est une piste pour le football français? Peut-être. Moi, je serais en tout cas favorable parce que ça ruine un petit peu la beauté du sport, ce type de situation. Donc, va falloir réfléchir et pas sanctionner bêtement en s'appuyant sur des barèmes qui sont encore emplis de poussière et de naphtaline. Bah, en tout cas, comme disait Valentin, si Metz arrive à prendre au moins un point, ce sera pas un mauvais résultat. Même si on va pas se mentir, le PFC qui se déplace à Guingamp et Lorient au Red Star, Très chaud. La lutte est vraiment PFC. terrible. La lutte est vraiment Dans tous les terrible. cas, dans ce match, parce que Guingamp, ils sont qu'à 2 points derrière, ils sont 4e. C'est difficile, ils sont dans une forme assez resplendissante. C'est difficile d'assurer que le PFC va gagner là-bas haut la main. Peut-être que ces deux équipes vont lâcher des points sur la prochaine journée. Et nous, on sera contents. Bon, alors juste avant de terminer, un petit pronostic, Valentin. Ah, moi, je vais rester sur ce que j'ai dit. Je pense qu'on va repartir avec un point. Donc, je dirais un petit 1-1. Classique. D'accord. Arthur? Un point serait un bon résultat. Après, faut voir la physionomie de match, etc. Mais
soyons fous, voyons une victoire à l'extérieur, surtout que cette équipe de Bastia sera un petit peu d'une part remontée, mais aussi affaiblie par ce souci avec leur coach. Donc malgré une belle bataille, je vois une victoire du FC Metz. Allez, 1-0. Ouais, moi j'allais dire la même chose parce que surtout maintenant on a envie de voir Metz tout en haut, maintenant qu'on sait que les Grenats sont capables de battre tout le monde. Donc pareil, victoire 1-0 avec un but d'Idrissa Gueye pour parfaire tout ça. Bref, les amis, le talk touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, pensez à liker, à commenter, à partager. On se retrouve bientôt sur lesgomes.com et dès le week-end prochain pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Salut.